Nicolas Blanchot, un visage qui a priori ne fait pas peur. Mais ajoutez-y une calotte vissée à la tête, une longue barbe et une djellaba, et vous avez le portrait robot de l'intégriste. Cet homme pourtant existe bel et bien. Il s'agit d'un Biennois de 26 ans, converti à l'islam, et pour certains médias, il est le musulman le plus dangereux de Suisse. C'est vrai que ces valeurs ont de quoi choquer. Le président du Conseil central islamique de Suisse ne serre pas la main des femmes. Son épouse porte le voile intégral et il veut des écoles islamiques pour les musulmans. Pas question pour lui de voir ses deux garçons aller à la piscine avec le sexe opposé. Pas vraiment de quoi séduire la conseillère nationale Martine Brunswick-Graf. Cette libérale genevoise a toujours défendu la laïcité de l'État, même si elle est de confession juive et qu'elle est née dans un canton très catholique, celui de Fribourg. Comme conseillère d'État en charge de l'instruction publique, elle s'est battue pour que les enseignantes ne portent pas le voile à l'école. Pas question non plus d'accorder des dispenses pour la piscine. Et en 2002, elle n'hésite pas à suspendre l'enseignant Annie Ramadan pour ses propos jugés choquants sur la lapidation. Alors faut-il tout accepter, les écoles islamiques et la burqa? Bon débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Infrarouge. Il est le musulman dont tout le monde parle. Il veut lancer un débat sur l'islam traditionnaliste en Suisse. Il demande des écoles pour musulmans. Sa femme porte le voile intégral. Nicolas Blanchot, bonsoir. Bonsoir. Ou plutôt, est-ce que je devrais vous appeler Nicolas Abdullah Blanchot? Ça m'est égal, en fait. C'est à vous de choisir ce qui vous arrange le plus. Alors, vous avez choisi un islam pour le moins radical. Par exemple, ce soir, vous ne m'avez pas serré la main quand on s'est rencontrés. Pourquoi? Eh bien, je vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serrait pas la main aux femmes, un signe de respect envers la femme, en fait. Et c'est pour ça, en suivant le prophète, que je n'ai pas serré la main, juste un signe de respect envers vous, en fait. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que ça choque, hein? Vous affichez vraiment votre religion, vous avez cette barbe, ce vêtement. Est-ce que vous pouvez comprendre que cela choque, hein? Il faut rappeler que vous êtes biennois, vous êtes suisse. Est-ce que la barbe vous dérange vraiment? Ça, c'est une question. D'ailleurs, pourquoi vous portez cette barbe? Eh ben, c'est aussi pour suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple, et par amour de le suivre. Mais je ne vois pas pourquoi ça devrait déranger. Donc, il y a bien d'autres qui portent des barbes, il y a bien d'autres qui portent des cheveux longs et autre chose. Donc, pourquoi se déranger à une barbe? Et pour vous, c'est important d'afficher ça? Oui, c'est très important. Ce n'est pas important de l'afficher pour vous montrer, mais c'est important de suivre le prophète. Voilà. Alors moi, il y a quand même quelqu'un que j'aimerais entendre, que nous n'avons pas encore entendu, c'est Zidane Meribout. Merci beaucoup d'être avec nous, hein. Vous êtes un grand spécialiste de l'islam. Vous avez écrit un ouvrage, hein, qui vient de sortir, Islamisme, soufisme, évangélisme, qui est paru chez Labor et Fides. Vous, qu'est-ce que vous répondez à cette crainte d'une ghettoisation due à ces mouvements-là? Merci, Madame Longeon, de me donner la parole. Je suis venu, comme c'était convenu, en tant qu'expert, effectivement. Je vais essayer de jouer mon rôle d'intermédiaire neutre entre les deux parties. Mais j'ai ma position. Voilà. Alors, je dirais, premièrement, avant de répondre à votre question sur des ghettos islamiques, je dirais, entre guillemets, en Suisse ou ailleurs dans le monde, je dirais d'abord quelques mots sur la question de la burqa et du voile, au niveau juridique, théologique. Il y a une très grande différence entre les deux approches, c'est-à-dire du voile qui est prescrit par la sourate 33 du Coran. Et ce Coran, si vous voulez, c'est Allah qui a donné l'ordre au prophète Mahomet directement en lui disant « Dis à tes épouses, tes filles et aux croyantes de ramener un voile ou un châle sur elles afin qu'elles échappent à la curiosité publique et qu'elles ne soient pas offensées. » C'est une prescription, disons, ce n'est pas une très grande obligation. C'est pour ça que vous avez ici des filles musulmanes. Certaines sont voilées, d'autres ne sont pas voilées. Pourquoi? Je parle de prescription, de recommandation, comme des résolutions, si vous voulez, mais divines. Et certains les adoptent, d'autres n'adoptent pas cette approche. Et donc, il n'y a pas
dans la charia, moi, on peut me contredire, et ça sera difficile parce que j'ai parlé à des grands imams en Afrique, au Moyen-Orient, comme quoi il n'y a pas de sanctions envers des femmes qui ne le portent pas, et aussi celles qui le portent, il ne doit pas y avoir de sanctions, je suis désolé. Alors, là, la première, la burqa, voilà. Je suis intervenu dernièrement, et c'est surtout un problème pour le moment français. Dans France Inter, j'étais très clair. J'ai dit que le Cheikh Tantawi, qui fait la vulgate islamique, si vous voulez, pour tous les musulmans à travers le monde, il avait dit, écoutez, c'est une tradition qui n'est pas basée sur l'islam. Certains frères musulmans, le mouvement des frères musulmans, qui est aussi, après on reviendra au grand mouvement islamique, si vous voulez, en Suisse et à travers le monde, certains ont dit, oui, c'est vrai que ce n'est pas une obligation, à part Cheikh Tantawi qui donne la ville, il est décédé, hein, à l'Azhar, je parle de l'Azhar. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas une obligation, disons, au niveau de la burqa, mais certains disent que c'est une valeur ajoutée. Vous avez bien compris, monsieur Meribout. On va juste donner la parole peut-être à... Si moi je vais en Iran et que je me promène dans la tenue où je suis maintenant, mais je vais me faire lapider. Mais alors que si j'avais vraiment le choix, pourquoi est-ce que ce serait le cas? Alors moi je dis que s'il faut en arriver pour, encore une fois, faire respecter un droit constitutionnel qui est pour moi tout aussi équivalent à la liberté de choix, de ses habillements, de ses croyances, etc., eh bien, si c'est par l'interdit, eh bien, dans ce cas, il faut passer par l'interdit. Parce que moi, je ne crois plus à ce discours angélique qu'on nous bassine depuis des mois maintenant. Monsieur Meribout, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une recrudescence du voile intégral en Europe? On avait un message sur notre site, on nous disait il y a 10 ans on parlait du voile, aujourd'hui c'est du voile intégral. Est-ce qu'il y a une recrudescence? Pour être franc, d'après mon analyse et aussi donc, les recherches terrain, je dirais qu'en Europe, il y a une minorité. On a parlé tout à l'heure de statistiques. Je dirais que les statistiques en France, c'est 1780 à peu près. C'est les renseignements généraux qui les ont donnés. Ici, en Suisse, on est à une dizaine. Mais le problème n'est pas au niveau, si vous voulez, de cette petite minorité de la minorité. En France, il y a 5 millions de musulmans. 1750 qui portent le voile. Ici, on est à 350 000, on va vers les 400 et on ne sait pas avec ceux qui n'ont pas les permis, vous voyez de quoi je parle, il y en a beaucoup plus, eh ben, on n'a pas une dizaine. Mais le problème qui me gêne, moi, ce n'est pas au niveau, si vous voulez, de l'interdiction, pas l'interdiction, c'est au niveau, si vous voulez, de l'approche de cette problématique, surtout en France. Et je l'ai dit quand j'ai été consulté en France, et je le dis aussi aux autorités suisses. Il faut faire attention de ne pas stigmatiser une communauté. Faire très très attention et d'utiliser, si vous voulez, surtout un peu la diaspora musulmane, libérale, ouverte et réformiste, comme vous avez dit, M. Blanchot, tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui veulent travailler avec vous. Les politiques doivent travailler avec des projets concrets, pas seulement des débats. Ça, c'est un excellent débat que vous faites, mais comme je l'ai dit dans mon livre, les débats, et je l'ai disons, expérimentés en Afrique et dans le monde musulman, ils ne suffisent pas. Il faut passer à un second, un second niveau de débat pour, disons, créer des projets communs. D'accord. Alors là, on va devoir avancer dans le débat. Il y a un autre